Bonjour, je suis Alexandre Joly, je suis le directeur de Hubby.ai et également de Hub Collab. Collab étant une ESN spécialisée en technologie Microsoft et Hubby étant une plateforme de Metabot que je vais vous présenter aujourd'hui. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va se focaliser sur les aspects modules. Je vais vous expliquer ce que sont les modules et j'irai jusqu'à on va en créer, on va aller un peu plus loin dans la logique et dans l'explication de ce qu'est Hubby. Voilà, donc là, vous devriez normalement voir les slides. Grosso modo, voilà, je vais vous présenter globalement tous les concepts de BI, vous faire une démo, on va parler de roadmap, puis derrière tarification et tout ce qui s'ensuit. La partie la plus intéressante étant forcément la démo, et comme c'est un webinaire, on va essayer de focaliser sur ce sujet. Mais comme je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'outil, pas la plateforme, donc je vais peut-être vous faire un petit laïus sur ce qu'est la plateforme. La question à laquelle on essaie de répondre via Hubby, c'est tout simplement de savoir combien de temps est-ce qu'on prend et parfois est-ce qu'on perd dans notre quotidien professionnel pour interagir avec des données via des processus de création, de consultation, de modification dans des outils de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes. Donc, je parle là des ERP, des CRM, des CRH, etc., de toutes ces plateformes très verticalisées. Pour également vérifier des données, ça peut être accéder à des données provenant d'autres plateformes, voire d'ailleurs des plateformes comme précédentes, pour chercher à faire des choix avisés. Là, je pense à des cas d'arbre de décision, à savoir si dans ce cas-là, est-ce que je dois plutôt faire ça ou ça. Ça, c'est par exemple, on a pas mal de cas à gérer de ce qu'on appelle de l'agent augmenté. Typiquement, ce sont des équipes support qui doivent, qui n'ont pas toutes les mêmes compétences, donc être capable de répondre correctement à un utilisateur en étant assisté par un bot. Également, pour rechercher une information pertinente et également partager notre connaissance. Et là, les deux sont liés puisqu'en fait, on va ici chercher à une personne cherche de l'information et l'autre personne essaie de la partager. Donc, plutôt que d'essayer de reconnecter les personnes entre elles, potentiellement, on met à disposition des outils qui ont la capacité d'emmagasiner la connaissance de quelqu'un et la retransmettre à d'autres personnes qui vont simplement la rechercher. Et alors, plus généralement aujourd'hui, sur les plateformes cloud, l'adaptation aux nouveaux usages. Donc là, je pense particulièrement à M365 dans sa globalité, puisqu'on parle de quand on fait rentrer de l'Office 365 dans une organisation, on parle d'une grosse transformation d'usage. Aujourd'hui, on le voit tous avec le nouveau mode de travail, avec Teams, avec SharePoint, avec tous la Power Platform, tous ces usages-là qui profondément transforment les usages. Ce matin, j'étais encore dans un call sur une migration de base de Lotus Notes. Quand on passe de Lotus Notes à Teams, voilà, il y a une énorme transition à faire. Ou tout simplement, et moi c'est peut-être un des points qui me touche le plus, c'est le fait de prendre le temps de découvrir. Aujourd'hui, dans notre quotidien professionnel, on prend peut-être pas assez le temps d'apprendre sans en avoir forcément l'utilité directe. Et ça, c'est un sujet qui est très utile, qui me paraît très important pour susciter également l'envie et la créativité des personnes qui s'intéressent à un sujet. On va essayer de leur proposer un peu plus que simplement ce qu'ils recherchent. Tous ces sujets et bien d'autres nous obligent aujourd'hui à interagir avec des outils, à interagir avec de nombreux sachants et experts, conserver à jour des liens un peu partout sur nos navigateurs et nos intranets ou nos digital workplace, et globalement occuper nos cerveaux avec de l'information non essentielle. Donc, toutes ces activités, je ne dis pas qu'elles représentent du temps perdu, je dis juste que le temps que l'on passe à ça, on pourrait l'optimiser. Alors, bien sûr, il y a les plateformes de workflow, et pour ça, moi, je sais de quoi je parle, parce que je viens d'un des plus gros éditeurs de workflow du cloud, qui facilite, ces plateformes facilitent par certains de ces points, mais on pourrait aller encore plus loin que la simple automatisation de processus, et c'est à ça que sert Hubby. Hubby permet d'automatiser en langage naturel les processus de l'entreprise tout en proposant des bases de connaissances aux utilisateurs. Donc, je veux dire par là, et ça je vais le décrire un peu plus loin, Hubby, d'un côté, est clairement ce qui va vous permettre
je ne sais pas si vous avez vu Iron Man, mais ce sera en version très, on va dire, très light, hein. Ce sera votre Jarvis. C'est-à-dire, c'est l'outil à qui on va poser des questions, qui va répondre, qui va connaître les réponses, et qui également va être capable d'effectuer des actions que vous auriez demandé, que ce soit la prise de congé, que ce soit la recherche de fichiers, que ce soit la recherche dans des CRM, dans un ERP, etc., etc. Les concepts clés. Alors, on aime à dire que EBI est le chaînon manquant entre les chatbots qui fournissent de la connaissance d'utilisateurs et les outils d'automatisation de processus. Alors, il fallait imaginer une plateforme qui était capable d'intégrer toutes les formes d'assistants virtuels au sein d'un hub technologique qui pouvait se connecter à tous les outils de votre SI et du cloud. Mais surtout, il fallait imaginer une plateforme qui ne s'arrêtait pas au message de un bot, un usage, ce qui est communément accepté, on va dire, malheureusement. Mais donc, c'est pour ça qu'il fallait imaginer un métabot. Donc, EBI est un métabot qui est multilingue, qui est capable de démultiplier la connaissance et la compétence, les canaux, les usages au sein de même outil, qui peut s'installer globalement en quelques minutes. C'est du plug and play. Et ce, sans aucune ligne de code. Vous allez créer vos scénarios et vos bases de connaissances dans EBI sans avoir aucune maîtrise de code. Généralement, j'aime à présenter Martine de la Compta. C'est pas du tout contre Martine, mais c'est ce genre de persona-là qui va pouvoir créer les contenus et manipuler du EBI sans avoir une seule connaissance technique. Alors, on s'entend, hein, il y a également des choses plus complexes techniquement qui vont nécessiter un peu de code, enfin un peu de compétences techniques, pas de code. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Bien entendu, la plateforme reste très ferme sur la RGPD. On est 100% hébergé en France, sous les plateformes Azure. Et elle est portable sur toutes les plateformes, que ce soit du Teams, du SharePoint, du site web ou du mobile. Et demain également du VoiceBot via les plateformes standards de type Siri, Alexa et tout ça. Voilà. EBI, alors, quand on parle de chatbot, on a quatre types de scénarios principaux. Il y a le Q&A. Le Q&A, c'est question and answer, donc question-réponse. C'est ni plus ni moins la capacité d'un bot. Vous posez une question et il vous répond. Voilà, simplement, avec tous les petits trucs qu'il y a en plus. Hein, on va dire une réponse simple, une réponse évoluée, des suggestions de sujets qui peuvent apporter de l'intérêt pour l'utilisateur, etc. La gestion des fautes d'orthographe, des erreurs d'écriture, tout ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est le conversationnel. Ça permet d'utiliser l'historique de la conversation et de répondre à des questions contextuelles. Par exemple, et aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'arbres de décision. C'est via ce modèle-là qu'on va créer des arbres de décision. Si je pose cette question, s'il répond ça, alors on va faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. À ça, on va rajouter de l'automatisation. On va rajouter des connecteurs qui vont permettre de se connecter à n'importe quel outil. Alors, je vais devancer une question. Hein. Non, on n'utilise pas du Power Virtual Agent. On a un outil que nous avons développé nous-mêmes, qui est totalement sur mesure et qui justement solutionne les lacunes d'un outil comme Power Virtual Agent qu'on nous a souvent opposé, ou du moins cité en compétiteur, ce qui est totalement vrai, mais qui, vous verrez tout à l'heure, qui est assez loin des capacités de EBI. Ensuite, il y a la partie SmartBot. Alors ça, c'est un peu la version qui nous fait à la fois rêver et qui nous fait un petit peu peur, puisqu'en fait, c'est un projet à part sur EBI, et pour tout à fait franc avec vous, EBI a été créé pour gérer ce genre de cas-là, initialement. Les SmartBots, c'est ni plus ni moins que des bots qui sont capables de créer des choses. Par créer des choses, je veux dire par là, et nous, on est une société spécialisée dans le workflow, dans l'automatisation de processus. Moi, demain, je veux qu'on soit capable d'expliquer son problème à un bot, et qui, in fine, le bot génère lui-même un workflow. On est en train d'y travailler dessus. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une plateforme qui ait beaucoup de capacités. Donc, c'est pour ça qu'on a créé EBI initialement. Et par la suite, forcément, on a le produit a divergé. Mais globalement, ça, c'est un projet sur fin 2021-2022 qui devrait sortir. Là, on est en phase encore d'études, enfin de réalisation, études-réalisation. Globalement, voilà, vous allez poser des questions à un bot, ni plus ni moins, et vous allez exprimer votre problème. Le bot va être capable de comprendre vos problématiques, vous poser des questions en retour, et
et derrière, il va vous dessiner votre process automatisé tout seul, et si vous validez, il va avec certains types d'outils automatiser votre process. Donc là, on est dans le SmartBot. L'approche modulaire de Ubi. Alors, qu'est-ce qu'un module? Et c'est vraiment le sujet de ce webinaire. Qu'est-ce qu'un module? Pour nous, il y a deux types de modules. Il y a les modules sur étagère et vos propres modules. Les modules sur étagère, ce sont des modules que vont développer soit nous, l'éditeur, soit nos partenaires. C'est très important parce que le modèle de Ubi fonctionne en 100% en indirect. On ne fonctionne que via partenaires. Et nous, nos partenaires, développons des modules spécifiques. On a des modules liés à RGPD, liés à l'adoption des outils Nintex, ça c'est fait par Collab, à l'adoption Office 365 avec des dizaines de bases de connaissances à l'intérieur, sur la gouvernance Teams, on en a sur la Power Platform, sur tous ces usages, tous ces nouveaux usages autour des plateformes Microsoft. Il y en a sur Azure, il y en a sur beaucoup de sujets, et il y en a d'autres qui sont régulièrement rajoutés ou que nos partenaires sont en train de développer. Donc, ces modules, en plus des vôtres, donc tous ces modules constituent donc l'ensemble des modules de la plateforme. Ces modules sont constitués de deux choses, de bases de connaissances et de scénarios. Alors, les bases de connaissances, c'est des bases de questions-réponses. Voilà. Il y a un module peut en contenir plusieurs, une ou plusieurs, et pareil pour les scénarios. Les scénarios, ce sont les scénarios d'automatisation. Vous mettez tout ça dans une boîte, ça fait un module. Ensuite, ce module, on le met à la disposition de la plateforme. Donc, les bases de connaissances, c'est d'un ensemble de questions-réponses, avec pour chaque question-réponse, on va gérer des questions alternatives, c'est-à-dire que si vous avez, c'est pas parce que vous mettez une question que le bot va être capable de comprendre tous les sujets liés, enfin, qui sont relatifs à cette question, mais en revanche, si vous mettez 4 ou 5 questions similaires, alors similaires mais très différentes, ça j'y reviendrai un peu tout à l'heure, le bot va avec un moteur de NLU, de Natural Language Understanding, il va être capable de comprendre le sens de votre phrase, même s'il n'est pas tout à fait proche de celui que vous aurez, que nous, on aura décrit sur nos bases. Il va être capable de comprendre votre question et de sortir la bonne réponse. Les questions suggérées, c'est ni plus ni moins que le fait de rajouter des questions après votre réponse, parce que si vous avez posé ces questions-là, potentiellement, vous pourrez être intéressé par d'autres sujets. Des scénarios suggérés également, donc c'est la même chose, mais avec des scénarios, et une traduction automatisée. Alors, je reviens dessus tout à l'heure, il y a deux niveaux de traduction automatisée, mais globalement, soit en amont, soit on the fly, à la volée. Globalement, soit vous posez une question, par exemple, on n'a pas de base roumaine aujourd'hui, mais si vous posez une question en roumain, le bot va pouvoir le détecter, va pouvoir le traduire dans la langue par défaut, poser la question va vous être remontée et retraduite en roumain. Ça, c'est la version qu'on n'aime pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les fautes d'orthographe, les défauts de prononciation peuvent générer des mauvais scores. En revanche, on sait qu'on est capable de créer une base dans une langue et automatiquement la traduire via des modules natifs Azure dans n'importe quelle langue, dans n'importe laquelle des 70 langues supportées par Azure. Voilà. Donc ça, du coup, on le fait en amont et pas on the fly. Et là, on a de bien meilleurs résultats. C'est la solution que l'on favorise. Les scénarios, donc ça génère des discussions, comme je vous l'ai dit, des arbres de décision, des scénarios d'automatisation, la récupération et l'utilisation de fichiers et la connexion à des services tiers. Donc, des connecteurs à des services web tiers ou à des outils, des bases de données, à ce que vous voulez, tant que le connecteur existe. Chaque module que l'on crée peut être cloisonné dans un canal de diffusion. Donc, pour nous, un canal, c'est quoi? Ça va être un SharePoint, un Teams, un site web ou un mobile. Donc, la version web, on l'a revue, on l'a revisitée, elle est disponible, hein, même la version mobile, au passage, elles sont disponibles, mais elles sont disponibles on a une petite manipulation technique à faire, nous d'abord. Et ça, donc, dans la prochaine release, il y aura directement la possibilité d'intégrer en un clic sur les sites web. Mais globalement, que ce soit sur du SharePoint de Teams, on va rester focalisé là-dessus pour l'instant, parce que de toute façon, je vous ferai une démo sur ces deux-là aujourd'hui. Vous pouvez choisir quels sont les modules que vous allez activer indépendamment du Teams, du SharePoint, c'est-à-dire vous pouvez avoir un Teams lié à la RH, un SharePoint lié à l'adoption
à l'adoption des usages, un troisième lié à je ne sais quel sujet, et vous allez pouvoir dispatcher vos scénarios, vos bases de données au fur et à mesure, et ça via une seule et même plateforme. Donc toute la gouvernance de votre connaissance, elle est faite via un seul et même portail. Donc forcément, il y a l'histoire de feedback. Vous savez bien que les retours et l'amélioration des réponses est primordiale. Globalement, il y a deux formes de feedback. Il y a des feedbacks qui sont les négatifs et les positifs. Les positifs aident à améliorer, à augmenter un score, et les négatifs, eux, servent généralement à donc que ce soit des erreurs de contenu, des erreurs de syntaxe, et ou des erreurs potentiellement le bot n'a pas trouvé pas du tout la bonne réponse, donc ça aussi il faut le remonter. Et cette notion d'entraînement initial lorsqu'on publie des modules est très importante, puisqu'on d'expérience, on sait que même si on a mis beaucoup d'efforts dans des modules très complexes, il y a une phase d'entraînement nécessaire pour que le bot s'habitue aux différences de formulation, parce que la formulation de l'utilisateur qui aura créé la base ne sera sûrement très différente de la formulation des utilisateurs. Et là, je ne parle même pas des fautes d'orthographe et des erreurs de syntaxe. Et tout ça, c'est donc, comme je vous l'ai dit, géré via un seul et unique portail qui va à la fois être le portail sur lequel vous allez créer des contenus et également le portail où vous allez faire analyser vos données, créer vos scénarios et gérer vos utilisateurs et gérer votre déploiement. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration de la chose. Je vais commencer par la version toute bête du site SharePoint que je vais recharger. Donc ici, sur ce site SharePoint, on a du standard. On a installé juste l'apps. Donc, comment on l'a fait? Donc via le portail, tout simplement. Et on a elle n'est pas disponible dans le store, c'est voulu. Et globalement, dans le portail d'administration, vous avez la petite manipulation qui est expliquée, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, vous avez Ubi. Donc là, ces couleurs sont totalement modifiables. Avec ici, il y a un petit panel qui s'ouvre, qui permet, donc il y a toutes les actualités de la structure. Il y a les informations. Alors moi, étant administrateur, je peux configurer un peu ce que je veux, changer les couleurs, changer la langue également. Voilà. Là, mais un utilisateur normal n'aura pas ces contenus-là. Alors, je vais d'abord commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qu'un DPO? Je pense sur mon Edge, j'ai un petit problème de récupération de ma photo, je ne sais pas pourquoi, donc c'est pareil ici. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'un DPO? Donc globalement, là, il me répond simplement, là, la bonne réponse. Alors vous voyez, là, donc c'est pas toujours bien lisible un bot. Donc globalement, quand on clique dessus, on a la réponse qui s'affiche de façon un petit peu plus lisible. Là, je peux faire un feedback positif ou négatif. Et après continuer à poser de nouvelles questions. Alors là-dessus, sur ce bot-là, je crois qu'il y a plusieurs milliers de questions activées. Oui, alors les temps de réponse, ils sont extrêmement rapides. On est à moins d'une seconde par réponse. Et ça, quel que soit, on a fait des tests de charge avec plusieurs dizaines de milliers de questions, mais les temps de réponse sont les mêmes, et plusieurs dizaines de modules. Alors oui, alors on a une réponse qui est peut-être un peu moins simple. Là, on est sur une réponse texte normale, et ici on est sur une réponse avec un titre. Alors ça reste simple, hein. Et surtout là au passage, on a récupéré des informations qui sont qu'on doit avec des copyrights. Donc on a bien spécifié le site source, très important d'ailleurs. Voilà, donc globalement, là, je pourrais aller beaucoup plus loin dans mes questions-réponses. Je vais changer de sujet. Non, je vais rester sur le même sujet, mais je vais faire des fautes d'orthographe. Voilà, celui-là, que j'aime bien. J'avoue que là, je ne vais peut-être pas faire ça, parce que je ne suis pas sûr que... Voilà, on ne sait jamais, hein. On n'est pas tous... Alors là, normalement, je l'ai perdu. Alors là, il est un peu trop facilement trouvé, donc je vais peut-être... ce que je voulais vous montrer, parce que je pense que...
Alors, il y a plusieurs types de comportements. Ubi, globalement, quand il est sûr de sa réponse, il vous la donne, parce qu'il est sûr. Ici, bon, je pense que le casque 1, il a eu quelques doutes quand même. Il vous prévient, il dit, je ne suis pas sûr de ce que j'ai trouvé, mais je vous donne quand même. Il y a plusieurs cas. Il y a le cas où il est vraiment pas sûr. Là, le cas où il est quand même relativement sûr. Il dit, bon, je pense vraiment que c'est ça, mais bon, potentiellement, je me trompe. Il y a d'autres cas qui vont être où vraiment, là, vous l'avez totalement embrouillé. Parce que, typiquement, la question, comment ajouter un administrateur? Alors moi, cette question, je l'ai partout. Et là, globalement, là, les modules ne sont pas activés ici, mais normalement, là, il va vous dire de quel sujet vous me parlez de quel sujet? De SharePoint, de Teams, de Azure, moi, ce sujet, je l'ai partout. Donc là, en lui fournissant le contexte, en plus de contexte, il va vous aider, il va affiner. Il peut aussi, si votre question, elle est vraiment pas claire et qu'il y a des il a des gros doutes, il va potentiellement vous proposer, donc il a bien compris que vous parlez de tel sujet, je prends l'exemple de SharePoint, mais il va vous proposer des questions qui lui semblent correspondre à votre question. Là, ça veut dire qu'on aura vraiment un problème de compréhension. Ces sujets-là, d'ailleurs, remontent dans le portail. C'est-à-dire que même ça, si vous ne faites pas un feedback, ça va remonter, les confusions remontent. Ça permet d'ailleurs aux équipes qui gèrent le contenu d'affiner, voire d'améliorer leur contenu. Donc là, j'ai posé une question, comment partager un fichier dans Excel, dans SharePoint, pardon. Donc là, je pose une question qui n'a absolument rien à voir avec la RGPD. Mais du coup, ici, je suis sur un sujet qui touche, où là, vous allez retrouver non seulement de la question du texte, mais également là des images. Alors, ce concept de rich card, excusez-moi, ce concept de rich card, il est extensible à l'infini. Je vous montrais tout à l'heure, mais on n'est pas que sur là, on est sur des réponses très basiques, un titre, un texte, une image, mais on peut imaginer, on en a avec des zones extensibles. Ici, par exemple, je crois que par exemple, ici, je pense que c'était quoi? Ça, c'est un modèle avec un bouton qui renvoie vers un lien. Et tous les modèles en fait de réponses, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et c'est il y a un éditeur spécifique pour ça, etc., etc. Je peux vous faire la même type de démo dans Teams, hein, mais ce sera exactement la même chose. Je vous montre, voilà, dans Teams. Je suis ici dans un canal Teams. Alors, il y a une différence quand on est dans un canal, on doit forcément identifier Ubi pour qu'il soit capable de vous répondre. En revanche, vous pourrez très bien lancer directement l'apps Ubi. Voilà. Et quand vous êtes sur l'apps Ubi, là, vous avez même plus besoin de lui poser de l'identifier, il vous répondra automatiquement. Et typiquement, dans un scénario de poste de congé, vous vous doutez bien que là, je préfère le faire ici plutôt que dans un canal où d'autres personnes pourraient avoir accès. Donc, toutes ces choses, ils sont gérées via un portail. Alors, là, je suis connecté sur notre portail de démo. Lorsqu'on est sur le tableau de bord, alors, là, je vais juste le charger. Donc, on n'est que sur la semaine actuelle depuis hier. Globalement, ici, je vais avoir un ensemble de métriques qui me permet d'identifier les différentes sources, les différents sujets qui ont été posés. Je vais avoir ici tous les retours utilisateurs qui ont pu être faits et les confusions qui ont pu que Ubi a pu avoir lorsque quelqu'un lui a posé une question, donc il n'a pas tout à fait compris la bonne réponse. Et c'est ici que les utilisateurs qui sont responsables de la connaissance vont puiser leur contenu. Et également, voilà, parfois on fait des tests. Je pense que vous allez avoir des tests un peu bizarres. Et là, vous pouvez avoir des réponses sans réponse. Typiquement, c'est quoi un lookup?
tiens, il n'y a pas de réponse, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que là, on a raté quelque chose. Donc là, nous, de notre côté, on améliore nos propres contenus qui sont des contenus sur étagère, je le rappelle. Donc, dans les modules, comme je vous disais, on a les modules, il y a les modules du store. Alors, les modules du store, c'est les modules fournis qui sont par défaut, qui sont disponibles par défaut sur la plateforme et qui sont totalement activables par tout le monde. Il n'y a pas de coût en sus, c'est intégré par défaut. On en parlera tout à l'heure et aujourd'hui, nous, on le publie sur le store, donc le nombre de modules va augmenter constamment. Il y a un module, il y a plusieurs partenaires qui sont en train de travailler sur des modules qu'on va intégrer dans ce store. Et donc, à partir de là, du moment où vous l'avez déployé, les modules sont disponibles dans ici, et à partir de là, vous pouvez les utiliser. Alors, ce qui est intéressant sur les modules, et plus particulièrement sur les bases de connaissances, c'est de se dire, alors je vais aller sur les bases de connaissances du store, je vais en prendre une au hasard, la gouvernance Teams. Donc oui, alors, il y a plus de bases de connaissances que de modules, puisqu'en fait, il y a des modules qui intègrent plusieurs bases de connaissances. Typiquement, sur la gouvernance Teams, il y a une centaine de réponses. Alors, cette base de connaissances, elle est faite par des experts, en l'occurrence, si c'est par un MVP, et qui la maintient. Et en revanche, vous, potentiellement, les réponses qu'elle donne ne vous conviennent pas. Parce que ce n'est pas contextualisé à votre métier, c'est trop générique. Là, vous pouvez personnaliser la base. Donc là, vous allez l'étendre. Donc, vous allez simplement étendre la base, donc vous voyez, là, elle disparaît et elle arrive dans mes bases de connaissances. La version étendue, elle est vide par défaut, mais aujourd'hui, je vais pouvoir remplacer des questions. Alors, je ne sais pas, je peux faire supprimer des équipes Teams. Ici, la réponse qu'il me donne sur supprimer une équipe Teams, il me dit ça, mais ça ne me va pas. Alors là, en l'occurrence, ça me va bien, mais je peux surcharger cette réponse pour ajouter ma propre réponse. Voilà. Bon, voilà. Et à ça, je peux potentiellement rajouter une question suggérée. Suggérée, je n'ai pas. Oui, forcément, je n'ai pas parce que j'en ai que sur les bases, sur mes questions à moi. Donc ici, globalement, alors là, je vais pouvoir, il va falloir que j'ajoute des questions alternatives. Alors, attends, je vais aller vite là-dessus. Alors, oui, c'est pas très logique ce que j'écris, c'est écrit en haut. Pourquoi? Parce que, parce qu'il faut avoir au moins 4 questions suggérées. D'ailleurs, je dis ça, mais je dis n'importe quoi. C'est pas nécessaire vu qu'elles sont dans le. Excusez-moi, c'est totalement inutile ce que je viens de faire. Donc, en fait, là maintenant, j'ai remplacé ma question supprimer des équipes Teams par la mienne. Donc, là maintenant, quand je vais revenir dans lorsque je vais enregistrer ma base, et je vais pouvoir revenir dans mes modules. Donc, on fera un déploiement tout à l'heure, on verra dans mes bases de connaissances. Pardon. On fera une démo tout à l'heure, hein, le temps que les bases soient publiées, hein, parce que ça prend quelques minutes. On fera un test et on verra bien que supprimer une équipe Teams, ça va me dire et pas la réponse attendue. Là, j'ai créé une pièce de connaissances et je vais un peu vous expliquer comment ça marche. Ces bases de connaissances, elles fonctionnent par enchaînement de questions. Donc, je vais en ouvrir une. Voilà. Ici, j'ai une. Alors, est-ce que j'en ai une qu'en français? J'en ai une qu'en français? Ah oui, elles sont qu'en français, mais tant mieux. Voilà. Là, ici, j'en ai une. Qu'est-ce que l'ergonomie en web? C'est une base sur l'ergonomie. L'ergonomie sur un site, qu'est-ce que c'est ergonomique? L'ergonomie web sur un site. Voilà. J'ai des questions alternatives et j'ai ma réponse. Forcément, ici, j'ai ma base, elle est qu'en français. Si je voulais la traduire en anglais, je vais simplement dans l'onglet anglais et je fais une traduction automatique.
forcément, derrière, on est tous d'accord pour dire que les traductions automatiques ne sont pas toujours parfaites, donc c'est toujours mieux d'avoir une petite relecture. Sur ce bi-là, sur ma démo, j'ai que français et anglais. C'est ni plus ni moins qu'un pack de langues à installer. Hein. Donc, globalement, on pourrait avoir 40 langues différentes, ce serait la même chose. On pourrait offrir une traduction automatisée. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Je vais faire des traductions à la volée pour avoir toutes mes questions traduites, traduites en différentes langues. Voilà. Donc là, on est quand même sur des questions relativement simples, c'est-à-dire des questions avec des réponses simples. Je peux faire la dernière. Et je vais ajouter une nouvelle question. Et là, je vais poser une question plus générale. Alors, je vous avoue d'avoir pris un petit... j'ai un petit Excel à côté où je fais mes copier-coller pour éviter d'avoir à retaper. Voilà. Qu'est-ce que l'ergonomie? Là, on n'est même pas dans qu'est-ce que l'ergonomie web, on est vraiment sur le concept de base de l'ergonomie. Donc, je vais mettre des questions alternatives. Donc, vous voyez, les questions alternatives, en fait, ici, alors, et ça, c'est une grosse différence par rapport à beaucoup de players. Beaucoup ont besoin, beaucoup ont besoin que les phrases, en fait, soient, même limite qu'on inverse les mots. Et nous, ce qu'on vous dit de faire, en fait, c'est de ne pas réutiliser les mêmes mots, justement, bien au contraire, c'est de mettre des formulations de phrases qui sont radicalement opposées ou différentes. Pourquoi? Parce que Ubi est capable, le moteur est capable de faire tout seul sa petite tambouille d'analyse, de transformation de sémantique. Je veux dire par là qu'avec 4 phrases, là, je suis capable d'en comprendre des milliers. Je n'ai pas besoin d'en ajouter des dizaines. Je ne vais pas mettre c'est quoi l'ergonomie, définir l'ergonomie, quelle est la définition de l'ergonomie. Je ne vais pas l'écrire, j'ai déjà la définition de l'ergonomie, je n'ai pas besoin de l'écrire. Là, je vais prendre. Alors ici, je ne veux pas simplement mettre une réponse textuelle parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus sympa. Donc là, je vais aller dans l'éditeur de Richcard. Donc ici, là, c'est à moi de choisir le modèle de Richcard que je vais sélectionner. Donc, j'ai soit les modèles standards, soit les modèles plus avancés. Là, je peux aller jusqu'à, je vous montre, hein, jusqu'à définir des quasiment du code, si j'ai envie. Bon, on est d'accord, c'est pas l'objectif. Je vais prendre ce modèle-là, qui est le modèle, de base titre, texte et image. Vous pouvez agrémenter ces listes-là. Il y a un éditeur qui est en cours de finalisation. Alors, c'est déjà faisable, c'est déjà possible de les intégrer. Et on a un éditeur en cours de finalisation qui, lui, vous permettra carrément de définir vos propres modèles de Richcard. Voilà, et l'image que je vais vous mettre, je vais mettre une image que j'ai trouvée sur un site. Hop. Ici, du coup, ça je vais mettre, je vais centrer, non. Oui, là, il n'y a pas besoin d'être un expert pour créer ce genre de réponse. Alors ici, là, alors, pour ajouter une question suggérée, c'est-à-dire une des questions qui va être proposée à l'utilisateur lorsque la réponse aura été affichée, j'ai simplement qu'à sélectionner des questions existantes. Alors, ici, je vais en sélectionner deux. Théorie de Gestlat, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je peux taguer également je peux taguer mes questions. Alors pour ça, forcément, il faut avoir créé les tags avant. Tag existant, concept, définition, mais très bien. Je sais ce que je vais utiliser. Hop, la définition. Voilà. Donc là, il y a une tag. Ça me permettra plus tard de catégoriser, lorsque je débatte à une centaine de questions, de créer des mind maps. On peut créer des mind maps avec Ubi. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si je l'ai ici ou si je l'ai malheureusement effacé, si je l'ai là. Je vais vous montrer ce que c'est, donc à quoi ressemblent les mind maps. Excusez-moi. Juste pour, je fais une petite transgression.
dans ma démo. Voilà. Vous voyez, ça permet de créer ce genre de choses. Quand vous avez des centaines de questions, avoir des catégories, sous-catégories pour être capable de visualiser votre base de connaissances, c'est quand même pas mal. Et donc la création de ce mind map, ce type de mind map là, aujourd'hui est en, je crois que c'est en validation finale pour une mise à disposition dans la prochaine release. Donc voilà, donc là vous allez pouvoir enregistrer votre question, enregistrer votre base de connaissances. Voilà, et là vous voyez ici, on a un petit bouton qui a changé, je vais aller voir. Vous voyez, ici on est sur tout ce qui a été publié là, on le voit en attente de publication. Donc là, je vais tout publier. Donc là, en fait, là, je suis en train de publier tous mes contenus. Voilà. Bon, j'aurais pu hop. Donc là, ça va faire son. Ça a marché ou ça a marché. Là, ça va faire son. Il va falloir attendre un petit peu, quelques minutes. Et là, il y a la publication qui va avoir lieu. Dans quelques minutes, on va avoir tous nos contenus publiés. Du coup, là, je vous ai montré vraiment principalement les bases de connaissances. Et là, je vais aller plus dans les scénarios, donc la seconde partie. Alors, je vais créer un scénario from scratch. Alors, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière, juste pour vous donner quelques petits indices, parce que j'ai parlé du contenu, mais je n'ai pas parlé des choses assez importantes, des droits et des autorisations. Et ce que je vous montre là est disponible également dans les scénarios. Lorsque je crée une base, ma base démo, que je crée en français et je vais aussi créer en anglais. Là. Ici, je définis qui sont les administrateurs. Je peux définir donc des administrateurs. Sur la plateforme, on a des utilisateurs et on part du principe que vous avez créé beaucoup de bases de connaissances et beaucoup de scénarios différents. Et ici, on va dire, en fait, ici, j'ai pas forcément envie que tout le monde soit administrateur de ma base. Donc, ici, ça va être, pour définir Camille et Gilles. En tant que consommateur, je dis que par contre, tout le monde peut utiliser ma base et les mettre où ils veulent. Et qui sont les coachs? Les coachs sont toutes les personnes qui sont des personnes qui n'ont pas accès à la création de structures, mais qui peuvent aller modifier les contenus. C'est ceux qui vont demain être les responsables, qui vont être les garants de l'entraînement du bot. J'avais trouvé chez une boîte qu'on connaît bien, ils appellent ça des bot sitters. Donc c'est qui de babysitter, j'aimais bien le nom. Et la visibilité, là, si je veux quand même que ma base soit visible de tout le monde, je peux aussi le faire. Voilà. Ici, ma base de connaissances, globalement, sera visible de tous. Et après, je peux forcément le changer au fur et à mesure. C'est la même chose ici pour les scénarios. À tous les niveaux de l'architecture Ruby, il y a de la gestion de droit, de la gestion fine de droit et de la gestion d'accréditation. Donc, je vais créer un scénario from scratch. Tiens, je vais créer la demande de congé. Demande de congé que je vais créer en français. Demande de congé. Tout le monde peut administrer, oui, je ferai une démo. Tout le monde peut éditer, oui, et tout le monde peut le voir, oui. Donc, ma demande de congé, là, j'arrive sur un éditeur qui est un éditeur l'éditeur développé par Ruby, qui est un éditeur drag and drop. Donc, déjà, ici, je dois définir les triggers. Alors, avant ça, je vais définir des variables. Donc, une demande de congé. Donc, on va rester très simple. Date début, qui est une date, hop, qui est une donnée personnelle. Date fin, qui est également une date, qui n'est pas une donnée personnelle non plus. Je vais par contre mettre utilisateur, qui là est un email, email utilisateur. Et elle est une donnée personnelle. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ça? Parce que on va pouvoir définir faire des extracts de tous les scénarios qui utilisent et qui manipulent des données à caractère personnel. Donc, très important ça pour maintenir le registre des RGPD. Donc là, j'ai fait des choses très simples. Je vais peut-être mettre aussi type de congé. Même si je n'ai pas besoin forcément pour cette démo, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qui va lancer mon scénario? Donc, il faut que je finisse poser mes congés. Okay.
Alors, on sait bien que on a ça, poser mes congés à partir de, et là je fais un petit arrobase, voilà, mes congés, alors, du date début au, en fait je fais un arrobase et hop, voilà, date fin. Ça me permet quoi? Ça me permet lorsque je vais lancer mon scénario et que je dis bah, je vais poser mes congés de lundi à samedi. Il n'y a rien de plus frustrant que dans la foulée, le bot vous demande à partir de quand voulez-vous poser des congés? Et non, je viens de te le dire. Donc là, ici, globalement, ce qui va se passer, que je vais vous montrer tout à l'heure, il ne posera pas les questions si la réponse a déjà été prise en charge. Prendre des vacances, prendre des vacances, partir de... Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup la demande de congé parce que je pourrais même être un peu plus subtil. Je pourrais être plus subtil et dire prendre. Alors ça, c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Alors, jour de vacances. Là, je fais. Alors, je vais revenir en arrière et je vais dire le nombre de jours que je prends. Là, c'est le nombre. Hop là. Voilà. Et là, vous vous doutez bien que hop, ici, prendre NB jours de vacances à partir de. Voilà. Voilà. On va dire que ça va suffire pour le moment. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, il faut que je me dépêche un peu parce que c'est vrai que je parle beaucoup et j'ai plus beaucoup de temps. Je me fais gronder par ma responsable marketing. Donc ici, donc là, je vais pouvoir faire du drag and drop on a des questions ouvertes, des questions fermées, des opérations, des messages, des connecteurs et tout ça. Première question quand vous posez des congés, c'est à partir de quand? Donc là, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que la personne va pouvoir répondre, quelque chose via son clavier, pas en cliquant sur un bouton. À partir de quelle date? Et là, je dis la réponse en sortie, c'est la date de début. Alors, poser la question même si la variable de sortie est déjà renseignée. Non, dans mon cas, non, justement, je veux éviter qu'il me pose cette question-là si j'ai déjà, si dans ce qui a exécuté, enclenché le scénario, la réponse est déjà dedans. Donc ça, je ne mets pas. Ensuite, sauvegarder. Je vais en remettre une question ouverte. Donc là, c'est la date début. Date début, date fin. Là, pareil. Date de fin. Là, je dis que c'est la date de fin. Alors, qu'est-ce que c'est une réponse de secours? C'est si il demande c'est si date de fin, si moi si je dis frigo, voilà, il va bien comprendre que c'est pas une date, donc il va vous répondre par il va vous sortir cette petite phrase là. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le moteur d'analyse d'identité, vous allez pouvoir dire dans 10 jours, demain, le 24 février, le lundi prochain, Noël prochain, il va le comprendre en tant que date. Là, c'est les modèles du framework, du bot framework Microsoft. OK, on va rester simple. On va dire, hop, alors là maintenant, une question fermée. Type de congé. Alors, et là, je vais acheter des branches de sortie. Alors, je vais avoir congé payé. Je sais pas, rattrapage RTT. Congé maths, congé maladie. Alors, je prends congé maths. Congé maths et voilà, on va faire congé maths ici. On va faire. Voilà, et là, je vais créer une deuxième branche. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir. Et là, je vais mettre congé maladie. Qui sont forcément légèrement différents. Sauvegarder. Là, ça va me créer deux branches. Ça va me créer des branches différentes. Ces branches différentes vont globalement me permettre d'avoir des sorties différentes par question. Moi, dans ce scénario, je vais pouvoir dire un message. Bon, pour se mettre un message, un petit message sympa, hein. J'espère que c'est pas grave. Voilà.
Et à partir de là, comme j'ai pas trop le temps, je vais m'accélérer, je vais pas tout faire. Et je vais pouvoir lancer un connecteur. Alors les connecteurs, c'est quelque chose. Alors je vais peut-être faire une petite pause sur les connecteurs. Ici, j'ai plusieurs types de connecteurs. Dans l'environnement de démo, par défaut, on a tous désactivés. Pourquoi? Parce que justement, dans la démo, généralement, on fait une démo de bout en bout. Là, j'ai pas trop le temps. Mais là, je peux au moins faire une web request, aller utiliser un appel, un get, un post, tout ce qui est de l'ordre du call API. Voilà. Donc là, je peux faire un call API par ici, via ce biais-là. Alors, je vais enregistrer mon truc et je vais revenir un peu en arrière. Je vais sortir du designer, juste pour vous montrer quelque chose. Dans les paramètres en bas, je peux gérer mes connecteurs et mes connecteurs, je peux les déclarer simplement en injectant du JSON ou alors l'URL d'un fichier Swagger. C'est-à-dire si typiquement ce fichier, le Pet Store là, qui est ici, c'est ni plus ni moins qu'un faux magasin d'animaux dont j'ai récupéré le Swagger. Je pourrais ici avoir Allo Pizza, Uber, n'importe quel service. Aujourd'hui, les standards OpenAPI, la plupart des players ont un standard OpenAPI et vous pouvez rajouter n'importe quel connecteur. Ici, sur cette plateforme, on n'a pas ajouté nos connecteurs par défaut, qui sont les connecteurs Office 365, à peu près tous les standards. Je vais revenir là, je vais revenir dans mon scénario. Ici, dans ma web request, en fait, si je veux utiliser mon Pet Store, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il me propose tous les fonctionnalités de mon endpoint, de Pet Store. Donc, mettre à jour un utilisateur, quel est l'utilisateur? Ici, je pourrais très bien mettre email demandeur. Et là, ici, je pourrais mettre le nom. Nom, prénom, voilà. Bon, là forcément c'est pas le cas parce que j'ai pas de paramètres, hein, je n'ai pas de comment ça s'appelle de variable pour ce faire, mais en faisant ça automatiquement, lorsqu'il exécuterait la requête, il irait mettre à jour l'information dans mon Pet Store. J'ai plus que 10 minutes, donc je vais un peu accélérer. Excusez-moi, je suis passé un peu trop de temps sur les bases de connaissances. Et globalement, si vous voulez qu'on le voit une fois un peu plus loin, une autre fois, en one-to-one, toutes ces fonctionnalités d'automatisation, je pense qu'on peut le faire assez facilement, il n'y a pas de problème. Je vais revenir très rapidement plutôt sur la partie qui est très intéressante sur les roadmaps. Pourquoi? Parce qu'on a une roadmap assez riche. Vous voyez, aujourd'hui, il y a deux, trois trucs qui sont vraiment intéressants là-dessus, qui sont vraiment top même, je dirais. Les scénarios que vous avez vus, donc on les améliore au fur et à mesure. De plus en plus, le transfert vers un humain arrive à la fin du mois prochain. Enfin, il y a une première version qui existe déjà, mais on l'a revue totalement. Donc la V2 arrive en fin mars. La gestion, alors on nous a souvent posé la question, et les feedbacks qu'on fait sur des bases qui ne sont pas gérées par nous, mais qui sont gérées par l'éditeur, ça c'est aujourd'hui, c'est un peu problématique parce que ça fait, le client fait passe-plat, donc on évite ce passe-plat aujourd'hui. La prochaine fois, dans les scénarios, la capacité de gérer des fichiers via des espaces de stockage partagés. Et pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est cette galerie publique de scénarios. C'est-à-dire que nous et nos partenaires et nos clients vont créer des scénarios spécifiques. Et via une simple galerie publique, vous allez pouvoir importer et exporter, récupérer un scénario qui vous plaît bien, qui a été fait soit par nous, qu'on a mis à disposition de tout le monde, soit par des clients ou des partenaires. Et là, vous allez pouvoir le réutiliser totalement sur vos environnements sans avoir vous-même à le créer. Voilà, donc l'analyse de corpus, ça c'est quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps et on n'est pas encore prêt, soyons clairs, pour le mettre en œuvre. Je vais finir par le pricing. De BI, globalement, il y a une offre short. L'offre short, c'est simplement, on va mettre très rapidement, alors, il est à disposition, mais il est un peu caché, le bot, le frontal du bot. Après, c'est-à-dire, on sait que les bots nativement ne sont pas tous très beaux. Si vous voulez utiliser EBI, vous pouvez, mais c'est à vous de faire toute votre logique derrière et en utilisant le bot framework de Microsoft. La version Deep et Horizon sont globalement exactement les mêmes versions. Elles sont complètes. La seule différence, c'est que la version Deep ne contient qu'un seul module. Vous ne pourrez instancier qu'un seul module, donc c'est un seul cas d'usage. Donc là, on est à 299 € par mois. En version Horizon,
Et là, on commence à, ça fait 6 € par an, par utilisateur. En sachant qu'il y a ces dégressifs très rapidement, on arrive jusqu'à 1 € par an par utilisateur sur des grands comptes. Vous êtes en illimité partout. En illimité sur les langues, en illimité sur le nombre de scénarios, en illimité sur le nombre de modules. Et après, c'est au nombre d'utilisateurs. Donc, on va avoir un pricing qui sera par user. Et le mode web, en fait, va se matcher au mode horizon avec un nombre de tenants, un nombre de modèles, de domaines limités. Et là, la tarification se fera au prix par requête par mois. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, j'ai été très rapide sur la fin, je suis désolé. Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser via le chatter dans l'interface. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, hop, on est en train de m'en envoyer une. Alors, oui, alors, très bonne question. Je vais revenir dessus. Hop, hop. Sur le, effectivement, là, sur les scénarios, je ne vous ai pas montré de connecteurs par défaut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous nos connecteurs, on les active on demand et on est en train de développer beaucoup de connecteurs pour beaucoup de services différents. Ça va être du SharePoint, Teams, tout ce qui est autour de Office 365. Les connecteurs sont disponibles, mais on ne les a pas activés ici. On travaille aussi beaucoup avec des outils d'ITSM, donc on va en sortir. Ils sont là, ils existent, mais ils ne sont pas encore à disposition par défaut des plateformes. Il faut qu'on les ajoute au fur et à mesure. Voilà. Alors oui, la question c'est est-ce que tout est limité? Est-ce que même la consommation? Oui, tout est limité. En version Horizon, vous ne payez que par utilisateur. Et vous êtes en illimité sur tout l'usage. C'est pour ça qu'on pousse à l'usage, hein. On fait en sorte que vous consommiez le plus voilà, le plus de contenu possible. Mais demain, lorsque vous aurez des dizaines de scénarios positionnés dessus et de bases de connaissances liées à vos métiers, voilà, il n'y aura aucun surcoût, il n'y aura aucun coût additionnel, tout est inclus dans le coût utilisateur. Le multilangue dans les roadmaps, oui, oui, il y a une question sur le multilangue. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les bases de connaissances, les bases sont multilangues. En revanche, si demain vous voulez rajouter une langue, pas de problème, il suffira d'aller rajouter un pack de langues ici, dans les langues installées, et vous verrez apparaître, alors je sais plus où je suis, ici, vous verrez apparaître dans la traduction automatisable, les langues que vous aurez définies, donc français, anglais, espagnol en plus. Et en plus, ce que vous avez vu dans les roadmaps, c'est ce que je vous expliquais au tout début, c'est la traduction automatisée, c'est-à-dire le fait que via le bot, vous posez une question en polonais, par exemple, et que automatiquement le bot comprenne le polonais. Tant et si bien que la langue n'a pas été déclarée comme langue de base ici. Si vous posez une question dans cette langue, lui, le bot, ira traduire la phrase posée dans la langue par défaut, qui ici est le français, par exemple. Donc, on va faire une traduction en français-polonais, poser la question en français et faire un retour en polonais. Ah oui, alors le contexte, une question sur le contexte utilisateur. Alors, oui, le contexte utilisateur, on peut le récupérer, mais ça, on ne peut le faire que dans Teams et dans SharePoint. Et ça, dans les scénarios, on peut récupérer le contexte de l'utilisateur qui pose la question. Ça, c'est utile. Pourquoi? Alors, derrière, on est capable d'interroger tous les 11 800 endpoints de graphes. Voilà, donc s'il faut, on peut activer les 11 800 endpoints de graph, il n'y a pas de problème. Forcément, on ne le fera pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Je veux dire par là que à partir du moment où on connaît l'utilisateur, on connaît l'ID de l'utilisateur, on peut aller faire des manipulations et rechercher des choses en son nom. Alors, et ça résonne avec la dernière question que je vois par rapport au connecteur. Comment est-ce qu'on se connecte aux outils? Alors ça, c'est super intéressant, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, il me reste 2 minutes, donc c'est parfait, comme j'ai un peu accéléré et vous avez entendu que je parle très vite.
Il y a une notion de provider. Alors, les providers, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de définir soit des comptes de service pour des services des connecteurs particuliers, ou alors de définir également d'utiliser l'utilisateur connecté. C'est-à-dire que je vais pouvoir identifier si je vais donc en acceptant EBI, vous y avez une trust qui se fait, alors excusez-moi, c'est un peu technique, avec votre tenant. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter d'ailleurs. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez très bien le refuser. Mais globalement, si vous voulez qu'on soit capable d'automatiser certaines actions en prenant l'identité de l'utilisateur courant, ça, il va falloir le faire. Et globalement, ça nous permet de nous identifier en tant que l'utilisateur courant. Et faire en sorte que si moi je demande de faire une action, c'est bien cette personne-là qui va demander l'action. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Écoutez, s'il n'y en a pas plus, on peut terminer, on peut fermer le webinaire. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Passez une excellente journée. Puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez une démo avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de temps de deep diver dans vos propres contenus. Ah, parce que moi j'ai une question en plus sur la récupération la récupération de contenu. Oui, on peut récupérer les contenus qui viennent les bases de connaissances existantes. On a des scripts qui permettent de faire ça automatiquement et très prochainement, on va l'avoir directement dans l'interface via des formalismes d'import-export, de CSV, d'Excel et d'autres formats. Voilà, merci à tous et passez une excellente journée.